Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien à la live session du MOOC de sciences humaines et sociales dans la gestion des épidémies. Et je suis Clémentine Schilt. Je suis la responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur de Paris. Et nous avons la grande chance d'avoir aujourd'hui en nos murs, donc à l'Institut Pasteur de Paris, des gens du monde entier qui sont les directeurs et directrices de ce MOOC, ainsi que le community manager qui est à mes côtés, Yacine. Et donc, je vais passer la parole à Yacine tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Bienvenue à notre live session pour le MOOC Sciences humaines et sociales et gestion des épidémies. Je m'appelle Yassine Jirad, je suis le community manager du MOOC et je serai aujourd'hui le modérateur de la live session. Donc, avant de commencer la session pour la discussion, je voulais rappeler que le MOOC consiste à décrire les contributions des sciences humaines et sociales à la compréhension et à la gestion des épidémies. Et pour ça, je voulais clarifier un peu le calendrier du MOOC pour pour que vous avancez plus et vous aurez plus du temps pour préparer à l'examen final. Donc, le MOOC a commencé le 19 novembre 2024 et on aura une période d'examen final qui sera entre le 4 et le 18 février 2025. Et donc, la live session est une opportunité pour vous pour poser vos questions à l'équipe pédagogique, Céline, Chiarella et Hichem, afin de clarifier des concepts, les méthodologies mentionnées ou abordées dans le MOOC. Exactement, on peut parler de la méthodologie qualitative, des contributions, etc. Mais avant de commencer avec les questions, je cède la parole à l'équipe pédagogique pour se présenter. On va commencer par Chiarella, puis Céline et Hichem. Très bien, merci Yacine de me donner la parole. Alors, je suis très heureuse d'être là et de voir qu'il y a de plus en plus de participants qui se connectent. Donc, je m'appelle Chiarella Materne, je suis anthropologue. J'ai travaillé pendant 12 ans à l'Institut Pasteur de Madagascar en tant que responsable de l'équipe santé et sciences sociales. Et c'est dans le cadre de ma casquette de coordinatrice du projet Alliance SHS que, du coup, je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Merci. Merci, bonjour, je m'appelle Céline Bambid, je suis biologiste de formation. J'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur de Tunis et actuellement je suis postdoctorante à l'Institut Pasteur de Madagascar au sein de l'unité épidémiologie et recherche clinique, groupe santé et sciences sociales. Et je suis la co-coordinatrice du projet. Un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hichem Melarsin, je travaille pour le Pasteur Network. J'ai été responsable de l'unité communication, sciences et société à l'Institut Pasteur de Tunis, qui nous a permis de mettre en place plusieurs projets en sciences humaines et sociales dans la gestion des épidémies. Et donc, je suis extrêmement ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, merci pour toute l'équipe pédagogique, pour la présentation. Et, nous voulons dire à tout le monde que nous avons pris les questions que vous avez posées en remplissant le formulaire d'inscription dans le MOOC. Et on a fait le tri. On va commencer par la première question. Donc, je m'adresse à l'équipe pédagogique et c'est à vous de choisir qui va répondre. Donc, la première question était, quelle est l'importance des sciences humaines et sociales dans la gestion des épidémies? Une question un peu générale. Donc, Oui, alors je vais commencer à répondre à cette question. Tout d'abord, bon, comme vous l'avez vu, c'est un MOOC avec 32 interventions qui répondent exactement à cette question. Donc d'abord, je voudrais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder du coup de l'ensemble des interventions qui répondront de manière beaucoup plus détaillée que ce que je vais faire ici. Mais en gros, on a vu donc que les sciences humaines et sociales sont très complémentaires aux sciences biomédicales dans le sens où elles analysent en profondeur et de manière holistique un peu les contextes dans lesquels se déroulent les épidémies. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans les détails des différentes questions auxquelles, que peuvent adresser les sciences humaines et sociales, mais en gros, le rôle des sciences humaines et sociales dans la gestion des épidémies peut se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il y a bien sûr le niveau de la recherche
qualitative, la recherche en sciences humaines et sociales. Alors après, il y a différentes disciplines, hein, comme on l'a dit aussi dans le MOOC en sciences humaines et sociales, la sociologie, l'anthropologie, et c'est l'anthropologie qui est davantage mobilisée en contexte épidémique. Et donc faire de la recherche pour documenter les contextes de transmission, les causalités des maladies, les interprétations, le rapport à la santé, etc. Donc d'abord, c'est ça, faire une analyse contextuelle, approfondie. Ensuite, il peut y avoir aussi une mobilisation des sciences humaines et sociales aux côtés des acteurs de la communication pour tout ce qui est l'appropriation par les populations des messages en santé. Il peut y avoir de la médiation aussi. Voilà, il y a plein de niveaux auxquels les chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent contribuer. Et aujourd'hui, on sait que la dimension sociale des épidémies est prépondérante, hein. On l'a encore revu avec l'épidémie de Covid et toute la gestion finalement qui était assez intime, hein, de l'ordre individuel, à l'intérieur même des ménages de l'épidémie. Donc tout ça a déterminé nos rapports avec notre entourage, nos rapports sociaux. Donc aujourd'hui, c'est complètement inéluctable en fait que ces dimensions sociales existent et on l'a vu historiquement dans le MOOC à travers notamment l'entrée par le VIH, puis avec Ebola. Donc voilà, tout l'historique est bien détaillé dans le premier chapitre du MOOC, si je ne me trompe pas. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus à prouver. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt de savoir comment s'engager. Mais voilà, l'importance, à mon sens, est bien décrite. Donc, j'espère que la personne qui a posé cette question, voilà, se nourrira de beaucoup d'autres références pour pouvoir, voilà, avoir une idée complète. On va passer à la deuxième question qui est plutôt sur la méthodologie et on a reçu une question qui s'agit quelles sont les techniques de collecte de données qualitatives à utiliser lors d'une enquête? Mhm. Alors, je me permets de répondre à cette question. En fait, on sait très très bien que les méthodes qualitatives classiques, qu'on appelle classiques, comme les observations, les entretiens, les focus group ou autres, ont été sont mobilisés dans les enquêtes qualitatives. Mais en fait, ce qu'on a nous proposé dans notre MOOC, c'est vraiment l'adaptation de ces méthodes classiques, parce qu'on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation d'urgence et on a observé en fait que dans une situation d'urgence, ces méthodes en fait s'adaptent et évoluent et oui voilà s'adaptent au contexte d'urgence. Donc nous avons discuté ou proposé pas mal de méthodologies. Donc, on ne les a pas réinventées, hein, vraiment adapté ces méthodologies-là. Par exemple, la RQM, qui est pas la Rapid Qualitative Methods. Donc, il y a toute une, il y a plusieurs en fait articles et revues de la littérature qui décrivent très très bien comment on peut mettre en place ces méthodes qualitatives rapides. Il y a aussi ce qu'on appelle la ethnographie, qui a été pas mal mobilisée lors de la pandémie du Covid-19, parce qu'en fait, c'est l'étude des communautés virtuelles et les chercheurs ont mobilisé cette méthode-là pour, un, ne pas stopper leurs recherches et deux, poursuivre les recherches et ils ont pu traiter plusieurs sujets de recherche, que ce soit en relation avec la pandémie de Covid ou d'autres questions de recherche. On a aussi le social listening. Donc voilà, on a proposé pas mal de méthodologies dans le chapitre 4, je pense, tout en, bien évidemment, mentionner leurs avantages, les défis et les limites. Donc voilà, nous avons aussi proposé des références bibliographiques, notamment la mise en place de ces différentes méthodologies-là, mais comme je l'ai dit, les méthodes qualitatives pour les enquêtes s'adaptent en fonction du contexte épidémique. Voilà. Merci Céline pour votre réponse. Avant de passer à la question suivante, je veux rappeler les apprenants et les apprenantes qu'ils peuvent encore poser leurs questions en l'écrivant dans la discussion de chat. Et la troisième question sera pourquoi les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population ont-elles été évaluées par des méthodes
quantitative plutôt que qualitative dans le cas pratique. Il parle ici dans le cadre du MOOC, je pense. Oui, merci Oui. Yessine, merci pour cette question qui réfère, en fait, je ne me souviens plus exactement dans quelle intervention on parle d'études CAP. Alors, c'est peut-être l'intervention de notre collègue de l'Institut Pasteur de Madagascar qui fait une méthode mixte, mais je ne suis pas sûre. Bon, en gros, ces études qu'on nomme CAP parce que Knowledge, Attitude and Practice sont en fait, c'est comme une stratégie d'évaluation en fait des connaissances, attitudes et pratiques et qui souvent, la plupart du temps, mobilisent des questionnaires. Et ce sont des enquêtes par questionnaire. Et souvent, donc, on entend par questionnaire une suite de questions fermées, justement pour arriver à évaluer ces trois points-là. Alors, pourquoi est-ce que ces connaissances, attitudes et pratiques sont-elles évaluées par des méthodes plutôt quantitatives? Parce que justement, les méthodes CAP, elles visent à travailler souvent sur des échantillons qui sont importants. Et pour ce faire, du coup, travailler avec un questionnaire est plus pratique que de travailler avec des entretiens approfondis. Par contre, nous, ce pourquoi on plaide un petit peu, c'est de dire finalement, toutes les méthodes peuvent être utilisées aussi mixées avec d'autres méthodes. Et donc, on peut très bien imaginer qu'une étude CAP puisse, par exemple, ouvrir un terrain, poser les bases d'une problématique sur laquelle, du coup, on aurait des résultats qui seraient quantitatifs et qui déboucheraient sur deux, trois questionnements à approfondir d'un point de vue qualitatif. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment aux chercheurs d'avoir la liberté. L'objectif de notre MOOC, c'était de proposer vraiment un éventail le plus précis et le plus appliqué aux épidémies et aux sciences humaines et sociales de la santé de manière plus générale. Après, voilà, on n'est absolument pas fermé au quantitatif. Au contraire, les sciences sociales qualitatives et quantitatives se complètent, surtout pour travailler sur des questions comme les connaissances, les aptitudes et les pratiques qui parfois nécessiteront vraiment de mixer des méthodologies qui n'ont pas les mêmes objectifs forcément. Donc, cette question étant un peu ambiguë, si la personne qui l'a posée est là et veut faire des précisions, bien sûr, aucun souci, on reste à l'écoute pour aller plus en avant sur ce sujet-là. Pour la quatrième question, je dirais, Céline, tu seras intéressée de répondre. Quelle est la relation entre l'infodémie et un fox? Mhm. Alors, l'infodémie, pour commencer, c'est vraiment l'association de deux mots, donc information et épidémie, et qui désigne, in a way, la surabondance d'informations qui peuvent être correctes ou incorrectes. Et en fait, ça rend un peu difficile pour les gens de trouver justement des sources fiables et des conseils assez fiables. Et un Fox, c'est l'association de information et un tox, et c'est un peu l'équivalent de fake news en anglais. Et donc, c'est vraiment la fausse information diffusée intentionnellement pour tromper ou manipuler l'opinion publique. Et donc, l'infodémie inclut la diffusion d'un Fox, mais elle englobe également la propagation d'informations correctes en quantité excessive. Et donc, les infox, in a way, sont une des composantes de l'infodémie qui aggrave des fois la confusion et la désinformation. Donc, c'est ça. Oui, et Merci. juste, si je peux rajouter juste un petit truc, il y avait un papier dont je me souviens plus le nom, euh, qui montrait en fait la courbe épidémique et qui, en même temps que la courbe épidémique, donc le nombre de cas augmentait, il y avait une courbe également de l'infodémie qui allait en augmentant aussi. C'était très intéressant de voir que finalement, cette courbe de l'infodémie, elle évolue en même temps que la courbe épidémique. Donc, il y a vraiment un lien entre ce qui se passe réellement et ce qui se dit autour de ce qui se passe. Mais c'est dommage, je ne me souviens plus de la référence, il faut que je la retrouve. Voilà. D'accord, merci. Donc, pour la cinquième question, c'est plutôt orienté vers les politiques publiques et ils nous disent, l'utilisation du passeport vaccinal est-elle une solution politique? Peut-elle effectivement endiguer la propagation des virus? Alors, je dirais que cette question est un peu posée de manière ambiguë, mais en fait, il y a des articles en fait qui ont
comment dire, essayer justement de voir un peu la perception des populations par rapport à la décision prise du passeport vaccinal. Mais en fait, ça, c'est vraiment de l'ordre enfin, voilà, politique, si je peux dire. Et donc, vraiment, les études, enfin, les études menées sont là justement pour avoir une idée ou voir un peu la perception des populations face à ce genre de décision. Mais je pense pas qu'on a je peux pas dire le pouvoir, mais oui, voilà, de dire que si c'est une bonne ou une mauvaise solution politique. Je sais pas si Hicham veut le rajouter. Ouais. Pardon. Oui, en fait, la question est un peu orientée. On ne peut pas, nous, en tant que chercheurs, indiquer si cette solution marche ou pas, en fait. Et d'abord, vous pouvez parler de solution, c'est plus une décision, finalement. Mm. Il y a des décisions politiques qui sont influencées plus ou moins euh, par la science ou par les indicateurs scientifiques transmis par les chercheurs quand on en tient compte. Le rôle du chercheur dans ce genre de situation, c'est de comprendre l'effet éventuellement de cette décision politique. Et puis surtout, comme disait Céline, la perception des gens, la manière dont euh, quel est l'impact en fait de ces décisions sur leur fonctionnement? Est-ce que on parle beaucoup on a beaucoup parlé de compliance en fait pendant le Covid. Le compliance, c'est la capacité des citoyens à appliquer les mesures. Donc ça, c'est une vraie question. Et cette compliance, elle est très liée à la question de la confiance des populations envers les pouvoirs publics. Et donc, plus ce qui serait intéressant, c'est justement cette relation entre les citoyens et les décideurs politiques en termes de confiance et leur capacité ou pas à appliquer des décisions. Merci Hichem pour la clarification et on passe à la sixième question. Étant donné l'importance des sciences humaines et sociales dans la gestion des épidémies, ne serait-il pas nécessaire de mettre en place une plateforme avec le soutien des organisations de secours pour mieux partager les expériences? Alors, bon, je vais commencer, puis vous pourrez. Donc, déjà, ce MOOC est une plateforme. Il y a 2000 inscrits, il y a un forum, notamment animé par le community manager. Donc c'est la première plateforme que vous pouvez utiliser pour échanger sur vos pratiques, sur les connaissances que vous êtes en train de suivre et d'acquérir. Donc c'est une occasion en or que vous avez finalement d'échanger avec des personnes qui sont intéressées par le MOOC et le contenu du MOOC, et peut-être même créer une communauté autour de ce MOOC. Il existe, vous le savez, hein, on est dans un monde digital de plus en plus important. Il existe des dizaines, voire des centaines de plateformes où vous pouvez partager des expériences et des ressources. La plateforme que vous pourrez utiliser se trouve dans le MOOC, mais également dans la boîte à outils. Donc peut-être Serine pourra nous parler. Il y a une boîte à outils dont fait partie le MOOC qu'on est en train de développer, qui sera bientôt accessible en open access, parce que la logique du projet Alliance SHS, pardon, Afrique, c'est vraiment de mettre à disposition le maximum d'outils méthodologiques, y compris le MOOC. Et il y a d'autres initiatives telles que des projets comme le projet Sonar Global. Je vous invite à l'écrire tout simplement dans un moteur de recherche et aller chercher énormément de ressources également accessibles gratuitement. Il y a plein de réseaux en anthropo de la santé comme le RAE par exemple. Et puis il y a des plateformes plus restreintes, telles que par exemple des plateformes de l'OMS. Il y en a une récemment qui a été créée qui s'appelle Hive, dont l'objectif est de réunir des experts euh, dans le domaine de la gestion des épidémies et de la préparation aux épidémies. Donc voilà. Pensez également à tous les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, ResearchGate, Academia et tout ça. Bah, vous avez une étendue de possibilités pour pouvoir échanger. Parfois, on a trop de possibilités. Il faudra juste faire attention, justement, à choisir les bonnes plateformes. Et là, je reviens à la question Infox, Infodémie, pour pas vous noyer, justement. Donc, soyez vigilants. Mhm. Oui, d'où aussi enfin, l'avantage oui, de la création de cette boîte à outils, c'est qu'on a mis, enfin, on a préparé
des activités, notamment des sites de webinaires avec des références enfin, assez pertinentes. On a aussi un online databases où on a regroupé plusieurs ressources qu'on a mobilisées tout au long de notre projet et aussi dans la mise en place de ce MOOC-là. Et voilà, donc ça sera bientôt disponible et on vous enverra le lien quand cette boîte à outils est en open access. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Très bien, et c'est une bonne nouvelle qu'on a maintenant un lieu ou une plateforme où on héberge plusieurs outils pour les chercheurs en SHS. On passe à la question suivante. Existe-t-il des opportunités de recrutement en sciences humaines et sociales sur les questions des épidémies? Si oui, à qui faut-il adresser une candidature? Donc, merci pour vos questions hein, qui nous permettent vraiment d'apporter des clarifications, des spécifications. Donc, c'est vrai qu'on a tous observé dans nos instituts et dans nos pays du Sud, malheureusement, encore une grande mobilisation en contexte épidémique de ressources humaines européennes qu'on viendrait catapulter sur nos terrains africains. Pour plusieurs raisons hein, qu'on décrit d'ailleurs dans le chapitre 6, il me semble. Plusieurs raisons qui sont de l'ordre de l'hégémonie de la science, quand même, qui restent avec, dans un rapport de pouvoir justement du nord sur le sud, hein, à certains égards, pour aussi, bien sûr, des problèmes de recrutement et la crise un peu institutionnelle dans le secteur de l'éducation et du recrutement. Ça, c'est un peu, je pense, universel. Euh, bon, ce qui fonctionne très bien dans la réponse aux épidémies, c'est une logique projet, c'est-à-dire qu'en fait, il faut parvenir à se positionner aux côtés d'entités qui ont cette capacité de capter des financements. Donc, si vous avez autour de vous des ONG qui travaillent dans la lutte ou dans la gestion des épidémies ou dans des centres de recherche ou dans des universités, c'est à elles que vous devez vous adresser pour pouvoir vous positionner dans ce secteur-là. Donc voilà, on est persuadé hein, des capacités qu'il existe vraiment à l'échelle du continent africain pour la réponse aux épidémies, même s'il y a encore des choses, il reste encore pas mal de défis, notamment vraiment d'un point de vue voilà, de la réponse aussi au niveau de la recherche, la réponse scientifique. Donc, ce qu'on voulait vous dire simplement pour répondre à ça, c'est rester attentif, faites de la veille. Voilà, comme pour tout métier, comme pour tout travail, il faut savoir quels sont les acteurs prépondérants dans le domaine. Donc, allez voir aussi bien les instances internationales, les ONG médicales que des centres de recherche nationaux. Et deuxième réponse qu'on voulait vous faire par rapport à ça, c'est qu'il y a des réseaux beaucoup de réseaux qui existent en sciences humaines et sociales appliquées à la santé, appliquées à la gestion des épidémies, à commencer par le nôtre. Et puis, il y a voilà, d'autres réseaux comme le RAE qui est porté au niveau du CRCF au Sénégal. Enfin, voilà, il y a plusieurs réseaux auxquels vous pouvez vous référer, vous pouvez adhérer pour faire voilà, pour en fait constituer une forme de communauté de pratiques qui peuvent vous donner accès à des informations. Mais c'est sûr qu'il faut être actif dans la recherche d'emploi comme pour dans tout emploi. Donc voilà, soyez attentifs, faites de la veille au niveau des différents acteurs. Euh, voilà. Il n'existe malheureusement pas une plateforme qui regroupe tous les jobs du monde, mais ça, je pense que ça n'existe dans aucun secteur. Donc voilà, bonne chance à vous en tout cas, et je pense qu'il y a encore beaucoup de besoins, donc il y a encore beaucoup de place pour des gens qui seraient formés, qui seraient motivés et engagés pour travailler dans ce secteur-là. Donc, très bien. Merci, Karela. Donc, on a fini les questions qu'on a reçues dans le formulaire et on va passer aux autres questions que nous venons de recevoir. On remercie tout le monde pour l'effort et pour les questions. On espère que tout était clair et que vous aurez encore la possibilité de poser des questions. Donc, la première question est reçue de Ferrer. Ils nous disent quel type d'épidémie les sciences humaines peuvent contribuer à donner des solutions. Donc, quels sont les types ou les épidémies que les sciences humaines peuvent contribuer à donner des solutions, selon vous? Donc, vas-y. Ah non, non, vas-y. Euh, Après, enfin, moi, je pense que on peut. Enfin, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des projets
où on peut, enfin, c'est l'interdisciplinarité. D'ailleurs, il y a un chapitre, je pense que c'est le chapitre 3, où on essaie justement de trouver des solutions par rapport, non, de présenter des projets où il y avait l'interdisciplinarité, à quel point c'est important pour trouver une solution face à des situations un peu, voilà, d'urgence. Et je pense aussi que ça dépend de la thématique de recherche, oui, de la thématique de recherche, de l'institut de recherche, des personnes, du laboratoire de recherche. Mais je pense que voilà, on peut, je sais pas, mais on peut trouver des solutions. Mais après, ça dépend de la thématique. Je sais pas si tu as. Oui, je pense qu'en fait, les sciences humaines et sociales peuvent s'emparer de toute question Ouais. en santé tant qu'il y a des dimensions sociales qui sont associées. Et à mon sens, dès qu'il s'agit de santé, il y a des dimensions sociales. Alors, il y a des questions qui sont plus, disons, qui peuvent verser plus d'encre que d'autres. Je sais pas. Des questions comme les maladies chroniques, par exemple, posent un milliard de questions sur le rapport au traitement, le rapport, voilà, les impacts dans la vie quotidienne, tandis que, je sais pas, peut-être le rhume ou la grippe, ou je sais pas, il y a peut-être des questions qui sont moins porteuses scientifiquement que d'autres, et ça, c'est un peu dans tous les domaines. Mais dès qu'il y a des dimensions sociales, il peut y avoir une analyse en SHS. Je sais pas si c'était ça la question. Par contre, ouais, c'est le concept de solution. Mm. Ça fait deux fois que je vois le mot solution. Euh, des propositions pour amener des décisions. Si on considère le mot solution comme étant quelque chose qui va régler un problème, alors on peut pas, on peut être prétentieux, mais pas au point de dire que les sciences humaines et Mhm. sociales peuvent simplement apporter des solutions. On peut apporter des réponses, on peut proposer, faire des propositions, des suggestions basées sur des évidences, des preuves, pardon, scientifiques. Mais après, effectivement, il y a des décisions qui sont plus ou moins, comme on l'a dit tout à l'heure, basées sur ces propositions qui doivent être prises au niveau politique. Il y a, il y a un vrai, il y a deux rôles vraiment très différents. D'ailleurs, je vous renvoie au livre de, donc c'est Max Weber, Mhm. Le savant et le politique, où chacun a un rôle très différent, bien que complémentaire, et on l'a vu notamment dans la gestion de la pandémie de Covid. Oui, effectivement, je pense que l'aspect biomédical se croise et il y a une relation de complémentarité entre les contributions des sciences humaines et sociales et de tout ce qui est biomédical. Et on a reçu aussi une autre question de la part de Lucie qui demande comment différencier l'instrumentalisation des SHS dans la gestion des épidémies et leur utilisation dans des politiques de communication. Ouais, Oui. vas-y. Donc, je pense qu'en fait, merci pour cette question. Je pense qu'en fait, il s'agit d'instrumentalisation quand ça dessert la science, quand ça dessert les sciences sociales qualitatives et qu'on va vers les différents biais comme la simplification excessive de problèmes en santé qui peuvent être complexes. Ça peut être aussi l'orientation sélective de la recherche des biais des biais importants dans les résultats. Enfin, à mon sens, il y a instrumentalisation des sciences humaines et sociales, ce qui est présenté dans le MOOC comme étant quelque chose qui est enfin, voilà, un processus négatif quand ça dessert les résultats scientifiques et du coup, par le même effet, quand ça dessert et quand ça dessert les interventions en santé pub. Ici, la question, c'était de savoir finalement comment est-ce qu'on peut faire la différence. Est-ce qu'on peut, quand on parle par exemple d'utilisation de la recherche en sciences humaines et sociales pour adapter les politiques en communication, la communication en santé, je dirais c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, si on fait une réponse hyper simplifiée, ça dessert la science par exemple. Il y a eu un exemple qui était hyper parlant à Madagascar. Il y avait une étude sur le paludisme. Et voilà, il y a eu des affiches de sensibilisation qui ont été faites et sur ces affiches,
on parlait notamment du fait que ce sont les moustiques femelles qui piquent et qui transmettent le paludisme et pas les moustiques mâles. Et bon, voilà, ça a été transmis au niveau des populations locales et les populations locales nous ont dit en fait c'est une information dont on n'a pas besoin parce qu'on ne va pas, quand il y a un moustique qui nous vole autour, on ne va pas reconnaître s'il est mâle et femelle, si c'est une femelle on le tue, si c'est un mâle on le laisse circuler. Donc c'est pour dire que quand la recherche et les résultats de la recherche sont utilisés de manière rationnelle et adéquate avec les contextes locaux, ça, à mon sens, ce ne sera pas de l'instrumentalisation, ce sera voilà, plutôt vraiment une utilisation à bon escient pour renforcer les interventions en santé publique. Dans le cas où, comme c'est décrit dans le MOOC, dans l'intervention 2.1 ou 2.2, là, les sciences humaines et sociales sont mobilisées juste pour cocher des cases, comme on peut le voir par exemple quand un grand bailleur demande un volet qualitatif, mais que les social scientists ne sont pas sollicités en amont pour discuter de la problématique, pour formuler les questions de recherche, et qu'à la fin on obtient des résultats, des réponses en fait à ces programmes de recherche qui correspondent absolument pas à la question initiale du fait de ce manque de communication. Là, il y a une instrumentalisation qui fait défaut et qui du coup porte atteinte en fait à la science. Donc voilà, il n'y a pas de réponse très, comment dire, très, très fermée en fait. Hein. Tout dépend de la manière dont les sciences humaines et sociales sont mobilisées. Voilà. Merci Chiarella pour la réponse. Nous avons reçu aussi une autre question de la part de Jacob qui demande, existe-t-il une plateforme des sciences humaines et sociales pour guider les jeunes chercheurs? Comment devenir membre? Oui, pardon. Bon, on a déjà répondu à cette question. Il y a une question similaire qui a été posée tout à l'heure. On le rappelle, le MOOC est votre première plateforme. Je vous rappelle qu'on a un forum et que vous pouvez échanger entre vous et en posant vos questions. Et puis, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il y a tellement de réseaux qui sont qui existent. Et puis il y a aussi une boîte à outils que nous, on va mettre à disposition très bientôt dans laquelle il y aura la possibilité d'échanger. Je vous amène à suivre nos activités, notamment sur les réseaux sociaux via les comptes du projet Alliance SHS Afrique, qui est à l'origine de ce MOOC, dans lesquels nous allons mettre à disposition les différentes plateformes existantes ou réseaux. Voilà. À très bientôt, Jacob, sur nos réseaux. Et tous les autres, d'ailleurs. Petite page de pub. Voilà. Euh, La dernière question, avec l'approche One Health aujourd'hui, utilisée dans la gestion des épidémies, comment les sciences humaines peuvent contribuer dans l'amélioration de la coordination de la réponse sur les questions animales et humaines? Coordination. Ouais, c'est pas vraiment la coordination. Il faut juste rappeler en fait que l'approche One Health, justement, c'est d'élargir le champ de la recherche d'un problème en prenant en compte les interconnexions en fait entre les facteurs humains et non humains. Et donc cela signifie, au lieu juste d'étudier le problème de santé publique comme une problématique uniquement humaine, mais prendre en considération aussi les autres facteurs. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on va étudier un cas d'étude, gestion de la rage dans une communauté rurale, par exemple. En fait, les chercheurs, ils vont faire une étude sur 3 niveaux. Donc, au début, avec les humains. Donc, ils vont essayer un peu d'analyser les pratiques locales liées, par exemple, à la vaccination des chiens, leurs croyances et attitudes envers la rage, les systèmes de soins en cas de morsure. Par la suite, ils vont essayer de documenter la manière dont les chiens sont intégrés dans les familles. Donc là, on prend en considération le chien, donc l'animal. Et le rôle du chien, par exemple, si c'est un compagnon, un gardien, etc., etc., et toutes les interactions avec les autres espèces aussi. Et ensuite, le virus, les scientifiques, enfin les chercheurs, ils vont essayer aussi d'étudier la transmission du virus entre le chien, l'humain, tout en en compte des conditions voilà, environnementales et des pratiques sanitaires. Donc voilà, et comment on peut mettre en place un projet One Health tout en tenant compte des autres facteurs et en
voilà, avoir une vision un peu holistic point of view du problème voilà, de santé publique. Je ne sais pas si vous voulez. Ok. C'est très bien. Complet. Merci. Bravo, Cyril. Merci alors, Cyril. Donc, nous venons de recevoir une autre question de la part de Dora. Il dit pourquoi l'absence de la psychologie sociale de la santé et de la psychologie sociale tout court, pourtant très importante dans cette thématique. Oui, bonjour, bonjour Dora, merci pour ta question. Alors, ce MOOC a été développé dans le cadre d'un projet qui avait des positionnements qui étaient assez clairs. Et un de nos positionnements, c'était de faire des sciences sociales qualitatives. Pourquoi on a choisi ça, de faire des sciences sociales qualitatives et d'orienter l'ensemble de notre projet et des composantes du projet, et notamment ce MOOC, autour des sciences sociales qualitatives? C'est parce qu'en fait, nous sommes un consortium de partenaires africains et la plupart des profils sont des chercheurs en sciences sociales qualitatives. Donc, l'idée, ça a été donc voilà, de continuer dans ce positionnement des sciences sociales qualitatives à travers l'anthropologie plus spécifiquement, hein, puisque c'est cette discipline des sciences humaines et sociales qui est la plus mobilisée en contexte épidémique, hein, d'après Bardoche, un papier qu'il a écrit avec des collègues. Donc, on n'est pas du tout exclusif. On est tout à fait ouvert à une approche complémentaire avec la géographie. La géographie est très intéressante aussi en contexte épidémique, bien sûr la psychologie aussi. Je pense que chaque champ disciplinaire peut se positionner. Il y a de la place pour tout le monde. La psychologie, bien sûr, a une réelle place dans la réponse aux épidémies et on l'a vu notamment pendant le Covid avec tous les problèmes aussi de santé mentale qui étaient liés aux mesures de santé publique. Donc voilà, je pense que vraiment il y a de la place pour que tous les chercheurs se positionnent sur ce champ. Nous, on a choisi celui-là parce qu'il nous a semblé avoir une valeur heuristique vraiment porteuse dans le champ de dans le champ de la réponse aux épidémies au niveau scientifique. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose d'autre à rajouter, Hichem, Cyril. Non, ça me semble très bien. Ouais, Ok. ouais. Donc, Dora, la CF, la théorie de représentation sociale. OK. Oui, Elle te dit que la psychologie sociale fait aussi du CADI. d'accord. Oui, j'imagine. Donc, on a une autre question. Comment les sciences humaines et sociales peuvent aider à lutter contre la résistance et la réticence communautaire contre les activités de riposte contre une épidémie? Allez-y, moi je. L'exemple le plus parlant, ça a été ça a été avec les fameux enterrements dignes et sécurisés dont on n'arrête pas de parler depuis hier Ebola. matin, Ebola, et depuis Ebola. Donc en fait, voilà, c'est un exemple en effet africano-africain, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Africain. Oui, africain. Donc, cet exemple-là, donc, comme vous le savez, hein, pendant Ebola, donc, il y a eu la nécessité d'avoir un protocole sanitaire pour l'enterrement des personnes qui étaient décédées avec les risques de contamination de la dépouille mortelle voilà, au virus de Ebola. Donc, on a à ce moment-là, on s'est retrouvé face à un problème de santé publique parce que, comme vous le savez également, chaque pays a ses rituels et a sa manière de gérer les dépouilles mortelles, qui va souvent, comme c'est souvent le cas dans nos pays, qui va souvent de pair avec un événement qui est très collectif, très social, très fort dans le lien familial, avec des veillées sur plusieurs jours. En tout cas, c'est le cas à Madagascar et puis c'était le cas aussi en Afrique de l'Ouest, comme on l'a vu pendant Ebola. Et donc, ces deux logiques qui se sont opposées à ce moment-là, il y a eu la logique sanitaire de gestion du risque, d'un risque minimal de transmission, qui s'opposait totalement avec une logique communautaire et une logique autour des croyances liées au décès et aux dépouilles mortelles. Et donc, à ce moment-là, il y a dû y avoir l'instauration d'un dialogue. Mais d'ailleurs, je parle de l'Afrique, mais en fait, on a un collègue, Firmin Kra, qui a fait toute une analyse aussi de la gestion des dépouilles mortelles pendant le Covid en France. Donc, si ça vous intéresse, allez voir les papiers de ce collègue qui est ivoirien, donc Firmin Kra, qui a travaillé plutôt sur la France.
Et donc, voilà, tout simplement, à ce moment-là, donc des anthropologues ont été mobilisés pour assurer qu'il y ait un respect, qu'on trouve une forme de, comment est-ce qu'on dit, une forme de, voilà, une forme d'étape entre les nécessités de gestion sanitaire de la mort et puis les protocoles plus traditionnels. Il faut pour ça avoir une connaissance très fine du contexte, savoir comment s'adresser aux populations, comment les rassurer, comment être au plus proche des rites et des habitudes en fait de gestion mortuaire. Et pour ça, en effet, peut-être Dora, tu vas dire que des psychologues peuvent aider aussi, et bien sûr. Il peut y avoir à ce moment-là des équipes d'anthropologues voilà, et de psy qui peuvent travailler ensemble sur une gestion qui soit la plus pacifiée en fait de la mort. Donc, on a eu le cas aussi à Madagascar pendant l'épidémie de peste en 2017, où on a eu les mêmes problèmes avec des protocoles du coup d'enterrement digne et sécurisé qui ont pu être mis en place. Ça passe à travers, par exemple, la possibilité de mettre les débouts mortels dans des sacs mortuaires qui sont transparents, par exemple, pour pouvoir avoir quand même accès au corps, le voir, pouvoir le manipuler malgré les protections individuelles. Voilà, c'est passé à travers notamment la possibilité de pas mettre, de faire euh, des, euh, des enterrements individuels plutôt que de faire des enterrements collectifs ou dans des fosses communes comme on a pu le voir au début de la peste à Madagascar. Voilà, ça passe à travers vraiment un rapprochement des protocoles sanitaires avec les protocoles traditionnels. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres, hein, des exemples, et il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait vous citer. Je pense vraiment que le MOOC est un super outil pour ça parce qu'il va en détail dans des exemples très empiriques et très ancrés dans les terrains de la diversité des intervenants qu'on a eus autour de la table. Donc vraiment, si la question vous intéresse, voilà, allez voir dans le MOOC, il y a tout un tas d'exemples qui sont donnés. Désolée, j'étais un peu longue. Besoin du lien. Au contraire, Karela, c'était enrichissant et bien développé. Je vous remercie. Nous avons une autre question. Comment définissez-vous la dimension sociale de la maladie ou d'une épidémie? Alors, ça, je vais vous donner une référence tout simplement parce que je pense qu'elle le dit beaucoup mieux que moi je pourrais le dire. Elles le disent beaucoup mieux. Donc, il y a Alice Desclaux, Koudiasso et Anthony, je me souviens plus sans doute. Désolée. Donc, ils ont fait paraître un manuel sur la gestion et sont décrits dans les 13 modules, dans les 13 chapitres de l'ouvrage, exactement ça. Quelles sont les dimensions sociales des épidémies à travers, ça traverse l'analyse historique, l'analyse économique, l'analyse culturelle, l'analyse politique. Donc, je vous réfère à ce bouquin et aux travaux de Dr. Roudiasso et de Alice Desclaux sur le sujet de toute leur équipe. Elles ont beaucoup travaillé sur la définition de ces questions-là, justement. Il me semble que tu y fais référence aussi dans le webinaire qu'on a organisé lors du lancement du MOOC, Oui. que je vous invite à revoir. Je pense qu'il est accessible. On corrigerai les signes. Mais un webinaire d'introduction a été fait au tout début du MOOC, dans lequel tu en parles beaucoup, Ouais. avec des cas très concrets. Mm. On a un commentaire de Jacob dans le chat, ou le client, ouais, dans le chat. Sujet de, bah, je te laisse répondre, Céline. Oui, en fait, docteur Jacob voulait savoir, non, il avait besoin du lien pour télécharger le cours sur les dimensions sociales des épidémies qui a été organisé en avril 2023 à l'Institut Pasteur de Madagascar. Alors, on a encore une toute petite étape de montage pour ce cours, mais il sera bientôt disponible dans une des rubriques de notre boîte à outils, donc conférence et valorisation scientifique, et où on aura justement, on va mettre toutes les vidéos de ce cours disponibles à tout le monde dans cette boîte à outils. Donc voilà, le lien il vous sera bientôt partagé et j'insiste aussi, comme tu l'a fait tout à l'heure, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Alliance SHS Afrique, LinkedIn
et Twitter, X. Voilà. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voilà, les derniers news. Et là où on va partager, à part les emails, bien évidemment, on va partager le lien de notre boîte à outils. Et Céline, on a une question liée plus à notre expérience dans les épidémies. La question des croyances des personnes a toujours été un des plus grands obstacles dans la réponse. Selon votre expérience, doit-on intégrer une approche adaptée à chaque religion ou plutôt une approche standard? Donc, surtout pas une approche standard, surtout pas. Adapté à chaque religion, ça dépend vraiment des contextes locaux. Je parlais justement avec une collègue hier, je ne sais plus dans quel contexte, ni avec qui, ni dans quel pays, mais qui me racontait qu'en fait, chez elle, tout ce qui était de maladies parasitaires, en fait, était limité du fait de la pratique hyper répandue du lavage de mains, justement pour des raisons religieuses. Du coup, dans ces pays-là, bien sûr, le facteur religion est à tenir en compte dans les études que vous produisez, dans les études que vous conduisez. À Madagascar, on a déjà vu, notamment par rapport à la vaccination, que les pratiques vaccinales peuvent être dictées par les religions évangéliques ou par voilà, des groupuscules plutôt voilà, c'est ça, évangéliques qui interdisent la vaccination, qui du coup, voilà, vont déterminer les pratiques en santé. Mais parfois, c'est pas fécond. Parfois, c'est pas fécond d'utiliser ces indicateurs-là ou ces facteurs-là. Donc, je pense que comme toute, quand on est normalement un bon chercheur, on sait ce qui, dans la société dans laquelle on travaille, de par les lectures qu'on fait, de par les observations, les échanges avec les collègues, la capitalisation voilà, des différentes études qu'on a réalisées, on sait ce qui peut être un levier ou ce qui peut être un frein. Ou si on ne sait pas, bah, il faut faire une étude pour l'identifier. Donc voilà, la religion, oui, si ça fait sens, non, si ça ne fait pas sens. Mm. Le contexte. Le contexte. Voilà. Donc, on arrive à la fin du MOOC. Merci Céline, merci Karela, merci Hichem pour les réponses, pour la clarification. Je voulais insister encore une fois pour rappeler les apprenants et les apprenantes que l'examen final sera entre le 8 et le 14 février. L'accès sera 24 sur 24. Ce sera un examen d'une heure composé de 30 questions et pour réussir, il faut avoir une note supérieure à 18, c'est-à-dire 18 ou plus. Et en cas d'un problème technique, il faut garder des preuves pour régler la situation. Et si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez les poser sur le forum et on sera très ravis de vous répondre et de vous accompagner dans ce processus d'apprentissage, mais aussi et d'échange. Je ne sais pas si l'équipe pédagogique veut dire quelque chose avant qu'on finisse. Un mot de fin. Non, pas un mot de fin, simplement vous remercier d'avoir voilà, décidé de suivre ce MOOC qui est finalement un des premiers MOOC sur, à ma connaissance, le premier sur les dimensions sociales des épidémies, donc la SHS et gestion des épidémies. On a essayé de répondre après une longue cartographie que d'ailleurs dont Céline parle, il me semble, dans l'introduction du MOOC, le travail qui a été fait pour le positionnement de ce MOOC et pour faire en sorte que l'on puisse apporter le maximum d'éléments nouveau par rapport à notre approche qui nous est propre aussi, on a- dans laquelle, par exemple, on a mis beaucoup d'approches qualitatives, le transfert de connaissances. Vous savez, on a beaucoup parlé là, durant les questions sur les interactions avec le politique et comment faire en sorte finalement que les recommandations, quand il y en a, des recommandations des chercheurs selon leurs recherches et les résultats de leurs recherches puissent servir finalement à la prise de décision politique. On en parle énormément dans ce MOOC. On n'est pas une, on essaye aussi dans nos approches à nos différents niveaux, et c'est ce qu'on a voulu transmettre à travers ce MOOC, de faire en sorte que la recherche serve à l'amélioration de la santé des populations. Donc, c'est ça aussi l'approche SHS et gestion des épidémies. On parle bien de gestion.
et j'ajouterai dans gestion, préparation aux futures épidémies / pandémies. Mm. Oui. Enfin, oui, merci. Merci voilà, de suivre ce MOOC et stay curious. Voilà. Voilà. Je vous encourage à aller jusqu'au bout, Oui. si vous avez la possibilité. Ouais. Et vous avez encore le temps pour préparer pour l'examen final. Donc, on vous encourage de terminer tous les chapitres. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Au merci à revoir à toute toutes et à l'équipe. tous. Au revoir.